Radio Zénith, le News & Co, votre double page info du week-end, Martin Arnaoul. Jean-Claude Manuguera est à présent avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes virologiste responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. Et avec vous, nous allons parler d'Ebola. Où en est-on en effet, puisque cela fait donc plus d'1 an et demi que le premier cas de la maladie a été détecté en Guinée en mars 2014. Une épidémie d'ampleur sans précédent puisque celle-ci a ravagé 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Et visiblement, les choses avancent, puisque le 7 octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé a confirmé qu'aucun nouveau cas n'a été notifié durant la première semaine d'octobre. Jean-Claude Manuguera, où en est véritablement la progression de l'épidémie et que signifie justement cette déclaration de l'OMS ? Alors en fait, l'épidémie, heureusement, est dans une phase qu'on pourrait dire terminale, même si on va rediscuter effectivement du fait de savoir si le virus a bien disparu de la population humaine ou pas. Évidemment, la situation a été bien pire entre le mois de juillet 2014 et le début de l'année 2015, où en fait on a eu un grand nombre de cas. Comme vous l'avez rappelé, c'est une épidémie sans précédent puisque on en est au 14 octobre à peu près 28 500 cas, dont 11 300 décès environ. C'est du jamais vu puisque la plus grosse épidémie des 25 épisodes précédents de maladies à filovirus, c'est-à-dire qu'il y en a 2, il y a Ebola et Marburg, avait été en Ouganda en 2000 de 425 cas. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même échelle. Et effectivement, c'est la première fois non seulement que le virus s'attaque à 3 pays, mais en même temps qu'il a gagné les capitales de ces 3 pays avec plusieurs millions de personnes. Donc on est là dans une situation maintenant où nous sommes à la croisée des chemins pour savoir si le Ebola disparaîtra de la population humaine et ressurgira un jour à partir de son réservoir animal, ou si le virus va rester de manière durable dans la population humaine, s'affranchissant ainsi de sa localisation géographique qui est liée à son réservoir animal. Donc pour l'instant, effectivement, lorsque vous parliez de l'annonce faite la semaine dernière à propos de la première semaine d'octobre qui n'avait eu aucun cas dans les 3 pays, il faut attendre plus que ça, puisque en fait, il faudrait qu'on ait 42 jours sans cas pour déclarer l'épidémie terminée. Mais nous savons maintenant que il y a des personnes qui font des rechutes, et donc ceci est particulièrement inquiétant parce qu'en fait, ceci pourrait maintenir le virus dans la population humaine et de manière indépendante de son réservoir, encore une fois. Et oui, on l'a notamment appris ce vendredi, 2 nouveaux cas ont été détectés en Guinée. Oui, alors il y a les nouveaux cas en Guinée et puis il y a le cas de l'infirmière écossaise qui avait été en Afrique sur le terrain et qui fait une rechute véritable de son virus plusieurs semaines après. Oui, contaminé. Contaminé puis déclaré guéri en janvier, avant cette rechute mercredi. Justement, ce cas est-il préoccupant ? Alors effectivement, ce cas est rare, comme le dit l'Organisation mondiale de la santé, rare, mais c'est préoccupant avec une autre préoccupation et que en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont survécu à cette maladie, environ 17 000 personnes. Et ce que nous savions déjà, c'est qu'en fait, on retrouve du virus actif dans le sperme avec une possibilité de transmission sexuelle de ce virus qui, on le savait avant, pouvait avoir lieu jusqu'à 60 jours après la fin des symptômes. Et il semblerait que le virus puisse être détecté encore plus longtemps que ça, jusqu'à 90 jours. On ne sait pas très bien si les personnes sont contagieuses. Donc, on est là dans une configuration qu'on n'avait jamais connue, c'est-à-dire qu'on a des excréteurs qui sont guéris et qui peuvent donc transmettre leur virus lors de rapports sexuels avec un danger plus de transmission homme-femme que l'inverse. Donc, le cas de l'infirmière, mais également les cas qui sont décrits de persistance donc du virus dans certains fluides organiques était effectivement préoccupant parce que c'est la possibilité du virus de s'installer définitivement dans l'espèce humaine de manière indépendante de son réservoir. Je dirais que dans les 2 scénarios, on a un scénario HIV, c'est-à-dire que le virus en fait s'installe chez l'homme et en fait circule de manière indépendante
du réservoir et donc peut atteindre toute la planète, d'une part, et le scénario positif qui est le scénario du SRAS, je ne sais pas si vous vous souvenez de la pneumopathie atypique, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui lui a pu être éradiqué de l'espèce humaine. Donc je ne sais pas vers quel scénario nous allons évoluer maintenant. Depuis début avril 2015, un essai clinique évalue également un candidat vaccin contre ce virus. Un vaccin justement est-il à 100% efficace pour stopper l'épidémie, et ces essais vaccinaux se poursuivent-ils? Alors, en biologie, il n'y a jamais rien à 100%. Donc, de toute manière, la réponse est non, il n'y a pas de vaccin efficace à 100%. Ensuite, il est clair que l'essai vaccinal qui a été fait n'aurait pas pu être fait avant, puisque il a inclus environ 4000 personnes, donc c'était impossible dans les épidémies suivantes, puisque comme je vous l'ai dit, la plus grosse avait 425 cas, et les résultats ont été excellents, puisque toutes les personnes qui ont été vaccinées peu de temps après leur contact ou direct ou indirect avec un malade confirmé d'Ebola, toutes ces personnes-là ont été protégées par le vaccin et n'ont pas fait de symptômes. Alors, c'est 100% des gens qui ont été vaccinés, mais c'est pas 100% d'efficacité sur le terrain, puisque, en fait, étaient exclus d'essais cliniques, comme d'habitude, les personnes, les jeunes de moins de 18 ans et les femmes enceintes. Donc, on descend sur l'efficacité vaccinale dans la population générale à 75%. 75%, ça peut être assez pour empêcher le virus de circuler. C'est ce qu'on appelle l'immunité de troupeau. Et effectivement, il faut atteindre un taux de protection de ce niveau-là pour arrêter la circulation du virus. Même si dans le cas d'Ebola, comme on n'est pas contagieux avant d'être malade, eh bien, les mesures d'isolement des malades, lorsqu'elles peuvent être mises en route, sont capables d'arrêter l'épidémie. Donc pour l'instant, le vaccin, on ne peut plus aller plus loin dans les essais puisqu'il n'y a plus de cas, heureusement, ou très peu de cas, mais les résultats engrangés sont déjà des résultats extrêmement intéressants. Et que deviennent aujourd'hui les survivants d'Ebola? Tout à l'heure on parlait de la Guinée, le pays en compte 1621 quand même. Alors oui, parce qu'en fait, il y a le taux de létalité, c'est le nombre de morts sur le nombre de malades, heureusement était moins que d'habitude, on est à 40% en gros, et donc il y a beaucoup de survivants. Alors ces survivants, d'une part, subissent un peu le stigmate de leur maladie, c'est le cas dans certaines maladies, les survivants ou ceux qui ont été porteurs du virus sont un peu stigmatisés, donc il y a une composante sociale, des séquelles sociales, on va dire, de ces infections, et puis on sait que certains ou certaines développent des complications qui sont des complications qui sont consécutives à l'infection, notamment des complications oculaires. Donc ça va être extrêmement intéressant de pouvoir suivre les survivants parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir et en tous les cas si des séquelles vont se déclarer dans certains cas à distance de l'infection. Que deviennent, on a reproché également à l'Organisation mondiale de la santé d'avoir été lente sur la détection du virus. Qu'en pensez-vous justement sur cette détection du virus? Alors, vous avez mentionné tout à l'heure que le premier cas a été détecté dans la deuxième partie du mois de mars 2014, le premier cas 2014, mais le premier cas probablement remonte à la mi-décembre 2013. Comme d'habitude, lorsqu'on a l'apparition d'un virus qu'on n'attend pas, dans une zone qui préalablement n'avait jamais connu de circulation virale, eh bien on perd du temps et c'est du temps précieux parce que le virus arrive à se propager avant qu'on puisse réagir. Alors, une fois que le virus a été détecté en mars 2014, l'OMS, notamment par le réseau d'alerte et de réponse aux épidémies, qu'en anglais on appelle le GORN, qui est piloté donc par l'OMS, a été mis en route extrêmement rapidement. Ce qui a traîné, c'est la déclaration de l'épidémie comme phénomène international qui peut avoir des conséquences importantes. Et donc, effectivement, ceci a été reconnu seulement en juillet 2014, donc très tard, lorsque la situation était très compliquée, après que certaines organisations, comme Médecins sans frontières, ont tiré le signal d'alarme. Alors, est-ce que l'organisation a traîné, pas pour répondre, elle a traîné pour classer cette épidémie. Alors, une réflexion importante et des réformes sont en train d'être réfléchies au niveau de l'OMS. Il y a eu plusieurs réunions sur ce sujet qui continuent d'ailleurs à être réfléchies. Mais vous savez, le problème de la réaction, c'est soit la surréaction
ou la réaction trop rapide, comme on l'a eu en 2009 pour la grippe H1N1, la fameuse grippe mexicaine. Et là, après avoir été accusé de réagir trop vite, maintenant l'OMS est accusé d'avoir réagi trop lentement. Et c'est très difficile. On va voir quelles sont les solutions qui sont préconisées par les experts qui planchent sur le sujet. Et à quel moment justement vous avez pensé avoir mis la main sur l'épidémie, vous les experts? Alors, vous savez, avec les maladies infectieuses, on est toujours pris à contre-pied et c'est très difficile de prévoir. Personnellement, quand je suis allé la première fois en Guinée, c'était à Conakry. Au mois d'avril, quand je suis parti, on n'avait plus rien à faire en diagnostic parce que il y avait plus personne dans le centre de traitement de l'hôpital Donka à Conakry, et donc il semblait que l'épidémie allait se terminer, je dirais un peu comme d'habitude. Et malheureusement, l'épidémie a redémarré, et encore pire, beaucoup plus fort en Guinée, mais également, alors qu'il n'y avait pas de cas à ce moment-là déclarés, en Sierra Leone et au Libéria. Mmh. Alors justement, en si peu de temps, hein, ces pays touchés par Ebola ont mis du temps à installer des véritables centres sanitaires. Comment s'est donc passé cet enrayement d'épidémie? Alors en fait, l'épidémie a traîné d'abord parce que l'épidémie s'est attaquée à 3 pays extrêmement pauvres. Et savoir que la Guinée est un pays pauvre, le revenu par habitant est de $500 par an, à comparer au revenu en France, par exemple, qui est de 44 000 dollars par an par habitant. Le Sénégal, par exemple, qui est un pays d'Afrique limitrophe de la Guinée, c'est le double de ce qu'est la Guinée, c'est $1 000 par an et par personne. Donc, ça est arrivé dans des pays qui ont des revenus très faibles, des pays qui ont, il n'y a pas si longtemps, connu des désordres politiques qui fait que l'État a été discrédité, et aussi que le système de santé était pratiquement inexistant. Donc l'épidémie a éclos dans des pays extrêmement vulnérables, et donc la difficulté pour ces pays a été de mettre en place des ripostes, et évidemment ce n'était pas possible de le faire sans l'aide internationale, qui a mis un peu de temps à arriver. Eh oui, c'est sûr. Alors aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé dit encore prudence. Comment être certain que dans le monde, il n'y a pas de nouveaux foyers d'Ebola? Alors pour l'instant, des autres pays, à part les 3 que j'ai cités, Libéria, Sierra Leone et Guinée, qui ont été touchés par le virus, ont réussi à contrôler la chaîne de transmission. C'est le cas du Nigeria, mais c'est le cas aussi du Mali, par exemple, et du Sénégal. S'il y avait des cas dans les autres pays, ça se saurait, notamment les pays européens. Je pense que le danger peut être des personnes qui ont été malades, comme cette infirmière écossaise dont on parlait tout à l'heure. Personnellement, je ne pense pas du tout qu'il y a des virus qui circulent en dehors de ces 3 pays. Maintenant, qu'il reste du virus, notamment en Guinée, c'est assez probable, et il faut vraiment ne pas relâcher la pression jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il y ait 0 cas, et surveiller les convalescents, les 17 000 convalescents, enfin guéris, pardon, qui peuvent être de nouvelles sources d'introduction du virus dans le reste de la population. Quant aux principales leçons à tirer de l'épidémie, quelles sont-elles, Jean-Claude Manhuguera? Alors les leçons, je pense qu'il va falloir un peu de temps pour tirer les leçons, que l'épidémie soit complètement terminée, pour savoir si vraiment elle se termine. Les leçons, c'est que dans les maladies virales, que ce soit sur le plan individuel, dans le traitement des individus, ou au niveau de la population, dans le traitement de l'épidémie, l'attente coûte très cher. Plus on soigne tôt, et plus on a des chances de se débarrasser du virus. Encore une fois, c'est vrai pour le traitement individuel comme pour la lutte contre les épidémies. Ce dont on s'est aperçu, c'est que dans les pays où il n'y a pas de système de santé qui sont forts, eh bien, l'épidémie peut continuer, parce que quand vous avez, je disais, c'est une grande chance, comme pour le SRAS, c'est que on n'est pas contaminant avant d'être malade, en général, dans la grande majorité des cas, ce qui veut dire que les mesures d'isolement sont efficaces. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir repérer ensuite tous les contacts de ces personnes. Et une personne qui a 60 contacts, il faut suivre ces contacts pendant 21 jours. Et dès que quelqu'un est malade, de pouvoir identifier que cette personne est malade, faire un test pour voir si le virus est là ou pas. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Ça demande beaucoup de personnel,
du personnel formé, et ça demande aussi des moyens pratiques, notamment des voitures et des motos et des mobylettes pour aller se déplacer dans les villages ou dans les quartiers pour repérer les cas. Donc, ce qui est clair, c'est que la réponse dans ces cas-là doit être massive et également, il faut pouvoir se préparer à tout. Malheureusement, on ne sait pas le faire encore et on risque de se faire surprendre de nouveau par l'attitude des virus et des épidémies qu'ils causent qui sont quelquefois inédites, ces attitudes, et qui ne permettent pas de pouvoir réagir convenablement. Ce qui est aussi un des enseignements, c'est que on a été très content d'avoir, malheureusement pas en cette grande quantité, le ZMapp, comme disent les Américains, qui est un cocktail de 3 anticorps monoclonaux, qui est très efficace pour lutter contre la maladie, et donc fruit, comme le vaccin dont on a parlé tout à l'heure, de la recherche. Malheureusement, la recherche sur ces virus est peu active dans le monde pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a d'autres priorités. Il faut savoir que lorsque le nombre de morts d'Ebola accumulé depuis 1976, depuis la première épidémie naturelle, n'a rien à voir avec le nombre de morts de grippe banale chaque année dans le monde. Donc il y a aussi des priorités. Et puis l'autre raison, c'est que ces virus sont extrêmement dangereux. Ça demande des installations extrêmement coûteuses qui existent dans peu de pays et qui revient très très cher. Donc ça aussi, c'est une leçon à tirer, c'est-à-dire qu'il faut continuer à chercher. D'ailleurs, à l'Institut Pasteur, nous allons continuer à étudier ce virus parce que il y aura d'autres, soit le virus va s'installer, soit il y aura d'autres épidémies. Et plus on en sait et mieux on sera armé, même si encore on ne pourra jamais tout prévoir. Et oui, ravage sur le plan humain et dégâts considérables sur le plan économique. Un dernier mot sur votre cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. Sur quoi porte exactement celle-ci ? Alors, nous avons été créés en 2002, donc à peu près 13 ans, sous l'impulsion de la Direction générale de la santé, du ministère de la Santé et par la Direction générale de l'Institut Pasteur. Et notre mission, c'est de détecter la menace lors d'événements qui sont soit naturels, comme les épidémies, ou les accidents industriels, par exemple, ou alors les actes malveillants dus au bioterrorisme. Nous travaillons beaucoup sur l'organisation de notre cellule qui est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et par exemple, nous sommes intervenus pratiquement tous les week-ends récemment pour un autre virus, qui est le virus respiratoire du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, avec une recrudescence d'activité due au retour des pèlerins de la Mecque. Donc nous travaillons beaucoup sur des virus et des bactéries, je dirais, plutôt méchantes. Et notre travail, c'est soit d'assurer le diagnostic dans les périodes où d'autres laboratoires de référence ne travaillent pas, c'est-à-dire les week-ends, les jours fériés, quelquefois la nuit, pour Ebola notamment, on travaille aussi la nuit. Et à côté de ça, nous sommes dans une unité de recherche qui s'appelle Environnement et risques infectieux, où là on mène des travaux. On commence des travaux actuellement sur Ebola en dehors du diagnostic sur lequel nous travaillons déjà, et nous travaillons également en termes de recherche sur les virus grippaux. Passionnant. Merci beaucoup Jean-Claude Manuguera, donc de l'Institut Pasteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Affaire à suivre donc. Affaire à suivre et merci de votre invitation. Affaire à suivre, effectivement. Allez, une pause et on revient dans quelques instants pour le journal de l'économie présenté par Grégoire Lenné. À tout de suite. 16h, 18h, le News & Co sur Radio Zénith.